Bonsoir chers auditeurs qui nous écoutez en direct. Bonjour à ceux qui nous écouteront demain matin et bonne nuit à ceux qui nous écouteront à partir de 2h du matin. Nous allons parler tout à l'heure, à partir de 19h30, des premiers pas du nouveau gouvernement. Mais pour l'instant, nous nous attaquons à un sujet sans doute plus difficile encore. Christianisme et capitalisme, à partir d'un ouvrage qui vient d'être publié par Victor Loupan aux presses de la Renaissance, traduit de l'anglais des États-Unis, comme on dit toujours, Le triomphe de la raison. Pourquoi la réussite du modèle occidental est le fruit du christianisme. Alors c'est un ouvrage extrêmement riche, documenté et paradoxal, qui mérite discussion. Et nous aurons pour cette discussion la présence d'abord de Philippe Simoneau, que je salue, professeur de sciences économiques, directeur de l'Observatoire des religions, je crois. Alors le site c'est www.observatoiredesreligions.fr. Tout attaché. Voilà. Alors, il y a quelques années, Philippe Simoneau a publié... Non, il y a 1 an et demi, excusez-moi. Il y a 2 ans, c'est 2005. A publié une somme qui s'appelle « Les papes, l'Église et l'argent, histoire économique du christianisme des origines à nos jours », qui est un livre, bien sûr différent, mais qui traite d'un sujet différent de celui de Rodney Stark, mais avec de sérieuses convergences. Et je pense qu'il était donc parfaitement qualifié pour venir discuter de ce vaste sujet, de ce sujet très puissant et fort, christianisme et capitalisme. Nous avons aussi parmi nous Daniel Amiche, journaliste. Bonsoir à tous. Notamment à L'Homme Nouveau, excellent journal catholique. Et également patron d'émission, et suppléant de patron d'émission, mais patron d'émission le dimanche, dans notre chère Radio Courtoisie. Anne Brassier, également journaliste, et également patronne d'émission ou patron d'émission à Radio Courtoisie tous les jeudis, et qui a lu ce livre. C'est elle d'ailleurs qui m'a recommandé le livre de Rodney Stark, et je la remercie tout particulièrement parce que j'avoue que je ne sais pas si les journaux en ont beaucoup parlé, Victor Loupan le dira peut-être, mais ce livre m'avait échappé et je l'ai lu de la première à la dernière ligne, et je remercie Anne de m'avoir signalé ce livre. Je remercie enfin Victor Loupan d'être présent parmi nous. Victor Loupan est éditeur. Mais alors, avant de parler du livre lui-même, je voudrais que Victor Loupan nous parle de lui-même. Et sujet infini. Ah, quelle modestie, infini. Et qui nous parle de lui-même et qui nous parle surtout, puisque vous l'avez entendu, chers auditeurs, il a des origines russes. Et sa langue maternelle est le russe, je crois. Enfin, je suis né en ex-URSS. Ma langue maternelle est russe. Votre langue maternelle est le russe. Et vous publiez un journal russe dont la presse Le Monde a rendu compte récemment, puisque je crois qu'il y a une réunion de la presse russophone internationale. Ouais, enfin, je dirige depuis 2 ans un journal qui est vraiment la grande dame de la presse russe en Europe occidentale, qui fête cette année ses 60 ans. C'est un journal qui a été fondé en 1947 par des immigrés russes comme journal anticommuniste, d'ailleurs de gauche, puisqu'il est sorti, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, parce qu'il est sorti, le premier numéro est sorti avec le sigle de la CFTC. Et rappelez le nom de ce... La pensée russe. Non mais la pensée russe, comment ça se dit en russe? Russkaya Мысль. Voilà, mais donc c'est un journal écrit en russe, il n'y a pas de... Ah non, c'est un journal écrit en russe. Entièrement. C'est un journal qui a eu son baptême du feu lors du procès Kravchenko, qui a été couvert dans les colonnes de la pensée russe par Nina Berberova, donc que les lecteurs français connaissent bien. C'est un journal où ont publié leurs textes politiques les plus grands écrivains du XXe siècle. Il faudra que vous reveniez dans cette émission pour nous parler de ce journal. Hein. Vous viendriez pour parler avec Victor Loupan. Parce que c'est tout un pan d'histoire. Hein. C'est l'histoire de la... Enfin, c'est de Bounine à Solzhenitsyn, en passant par tous les plus grands. Tout le combat anticommuniste, antisoviétique s'est mené dans les colonnes de ce journal. Aujourd'hui, la guerre sera définie, hein. Pas pour tout le monde, je le sais, mais enfin, elle est grosso modo finie. Donc aujourd'hui, il a un autre destin, et la mission que j'ai reçue, moi j'ai jamais travaillé dans la presse russe de ma vie, hein. J'ai débuté dans la presse française, j'ai fait toute ma carrière en France. Et pour moi, ça a été toute une nouveauté, en fait, d'écrire en russe, que j'ai pu écrire depuis 35 ans. Enfin, Mais alors, c'est un journal qui ne paraît pas tous les jours, qui c'est paraît un hebdomadaire, format... Toutes les semaines. Ouais, c'est un hebdomadaire, format tabloïd, dont format, disons, Libération.
et qui a 24 pages et qui paraît toutes les semaines. C'est quand même un gros truc. Voilà, et qui est édité à Paris. Qui est édité à Paris, à Londres, en Allemagne, en Grèce. Alors pour nos auditeurs, 50 000 exemplaires. Alors, Radio Courtoisie n'est pas une radio russophone, vous le savez, mais nous avons des russophones parmi nos auditeurs. Et où peuvent-ils se procurer la pensée russe ? Il est dans les kiosques à Paris. Il est diffusé par les NPP, absolument. Il est dans les kiosques à Paris. C'est vraiment le journal russe le plus prestigieux, le plus vieux, le plus vénérable. En dehors de la Russie. Hors Russie, mais il va être diffusé en Russie, je crois, à partir de l'année prochaine aussi. Mais écoutez, merci pour ces précisions, Victor Loupin. Alors, revenons à notre sujet. Encore que la discussion sur l'anticommunisme ne nous ait pas trop éloignés du capitalisme. Et donc, dites-nous, Victor Loupin, pourquoi vous avez voulu éditer en France une traduction du livre de Rodney Stark, Le triomphe de la raison, pourquoi la réussite du modèle occidental est le fruit du christianisme. J'ai découvert ce livre. D'abord, je l'ai édité parce que je suis chrétien et parce que je pense que le christianisme et la raison c'est la même chose, parce que je pense que le christianisme est le fondateur de tout ce à quoi nous tenons, tout ce pourquoi nous vivons, etc., etc. Ça c'est la première chose, pour que ce soit vraiment clair. Et j'ai découvert l'existence de ce livre dans un journal qui n'est pas réputé pour être chrétien et qui s'appelle le New York Times. Et j'ai lu dans le New York Times cette chronique absolument dithyrambique, qui, d'une manière qui m'a tout de suite fait, bondir de joie, expliquer comment ce vénérable professeur de sociologie qui a écrit l'état de choses définitive dans le domaine sociologique, tout d'un coup s'est intéressé aux origines du modèle occidental. Et ce travail, comme souvent aux États-Unis, les Américains sont peut-être moins dogmatiques, etc., que nous, moins idéologisés peut-être. Il l'a fait de façon très honnête et contre la pensée dominante qui veut dire qu'en fait que, grosso modo, le capitalisme date de la Réforme, parce que c'est les protestants qui ont inventé le capitalisme et que, ça c'est l'idée dominante que je connaissais depuis longtemps, puisque non seulement Weber, bien sûr, est le fondateur de cette idée, mais il y a eu un livre dans les années 70-80, il y a un livre qui a été un best-seller mondial, c'était un peu un livre anti-gauchiste promu à l'époque par Jean-François Revel, etc., qui s'appelait L'Occident et le tiers-monde, dont l'auteur était un intellectuel sud-américain, Carlos Rangel, et qui, encore une fois, de façon très convaincante, expliquait que les zones catholiques sont des zones de misère et d'aération et que les zones protestantes étaient des zones de réussite, etc. Il disait, voilà, l'Amérique du Sud, voilà l'Amérique du Nord protestante, avec le dieu argent, l'Amérique du Sud, catholique, complexée, etc., arriérée à cause de ça. Donc, lorsque j'ai appris que Rodney Stark prenait un peu le contrepoint, oui, c'est ça, de tout ça, je me suis touché à ça, et puis j'ai lu le livre, bien sûr, et je l'ai trouvé formidable, de la première à la dernière page. Ça m'embête un peu, parce que je ne suis pas l'auteur, je suis l'éditeur, donc je ne vais pas faire forcément ce que je vais dire ici, va être pris par les auditeurs à juste titre, comme quelque chose de subjectif, de commercial, Non, mais je confirme. Je vends l'objet que j'ai édité. Et je crois qu'Anne Brassé aussi. Mais réellement, ce que je peux dire sans faire le représentant de commerce, quoi, c'est que vraiment, tous ceux qui s'intéressent au pourquoi des choses, au pourquoi de certaines choses, disons, vont trouver la réponse dans ce livre, et notamment le pourquoi de notre richesse, et le pourquoi aussi de notre savoir. Le pourquoi est-ce que justement dans ces zones européennes qui ont adopté le christianisme depuis Constantin, non seulement on est riche, mais en plus on a inventé à peu près tout ce qui existe au monde, à peu près tous les brevets, et on a inventé toutes les idéologies, toutes les idées, tous les savoirs, etc.
Et René Stark l'explique vraiment très très bien, et notamment que tout ce qui d'ordinaire, enfin nous qui sommes de pauvres ignorants, nous pensons que c'est la Renaissance, nous pensons que c'est protestants hollandais, nous pensons, etc. En fait, a été inventé bien avant, au Moyen-Âge, qui est quand même un temps glorieux, j'en suis de plus en plus certain, c'est peut-être le temps le plus glorieux de notre histoire. Et partout d'ailleurs, aussi bien en France, en Italie qu'en Russie, et ben, quand on sait ce qui s'est passé en Russie au Moyen-Âge, c'est extraordinaire aussi. Voilà pourquoi, grosso modo, j'ai édité ce livre. Alors je vais demander à nos amis de réagir en complétant ce que vous venez de dire par une citation de livre que vous avez édité. Je rappelle que nous parlons du livre de René Stark, Le triomphe de la raison, édité par Victor Loupan aux presses de la Renaissance, et une phrase qui illustre ce que vous venez de dire et qui résume bien une bonne partie de la thèse de René Stark, et celle-ci, page 90 du livre: le capitalisme n'a pas été inventé dans un comptoir vénitien, encore moins dans une banque protestante en Hollande. Il a été développé à partir du début du IXe siècle par des moines catholiques qui, en dépit de leur rejet des biens terrestres, cherchaient à assurer la sécurité économique de leur domaine monastique. Alors je retrouve dans cette phrase, cher Philippe Simoneau, au fond, une des thèses de votre ouvrage sur les papes, l'Église et l'argent, où vous expliquez le paradoxe, vous expliquez avec beaucoup d'ironie, hein, pas toujours beaucoup de révérence, mais avec beaucoup d'esprit, le paradoxe qui fait qu'une Église consacrée à la pauvreté a accumulé de grandes richesses. Oh ben c'est le paradoxe de René Stark, tout aussi bien. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'une religion qui recommande, qui établit le fait très simple qu'on ne peut pas servir deux dieux à la fois, Dieu et Mammon, et qui bénit la pauvreté, comment se fait-il que cette religion soit à l'origine, comme le démontre Stark, soit à l'origine d'une fortune extraordinaire, de la richesse de millions de gens? C'est ça le paradoxe. Moi, j'ai pris le paradoxe un peu d'une manière un petit peu plus restreinte. Comment se fait-il que cette religion ait fait la fortune de l'Église, de la papauté, mais aussi d'un certain nombre d'évêchés qui ont accumulé au cours des siècles? Bon, ça s'est un peu diminué aujourd'hui, évidemment, mais qui ont accumulé au cours des siècles des fortunes absolument colossales. Bon. Je voudrais poser un point de méthode avant d'aller plus loin, parce que pour voir de quoi nous parlons exactement. Il y a deux manières de considérer la relation entre une religion et l'économie. La première, c'est ce que fait Stark, quelle est la relation de la religion sur l'économie ou l'économie sur la religion, ou ce que fait Weber. C'est-à-dire, alors les uns disent que c'est protestantisme, d'autres le christianisme. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Une deuxième façon de voir les choses, c'est de considérer, et ça c'est beaucoup plus nouveau, c'est de considérer la religion comme objet économique, comme elle a été objet de la sociologie. Il le fait un peu, mais moins que vous. Ah non, non, il ne le fait pas du tout. Si à un moment donné, il parle du marché des religions, il y a deux pages dans son livre. Il y a un petit peu de ça, mais rappelons que Stark est sociologue. Et donc, l'économie, la religion est née aux États-Unis il y a un quart de siècle, et pratiquement, c'est seulement aux États-Unis qu'on la développe. Je citerai les noms comme Eklund, Tollison et Herbert, qui ont développé, ou Yenakone, qui ont développé cette discipline. En France, je suis quasiment le seul représentant. Et c'est pour ça que j'ai créé le site Observatoire des religions, notamment pour ça. C'est pour développer cette réflexion. Donc, mon approche est plutôt celle d'un économiste et non pas d'un sociologue. C'est-à-dire, j'essaie de considérer la religion comme un objet. Qu'est-ce qui se passe si on la considère comme un objet économique? Et c'est tout à fait légitime, parce qu'elle a été aussi l'objet des sociologues, l'objet des psychologues, l'objet des historiens. Donc, il n'y a pas de raison que les économistes ne s'en mêlent pas. Et d'ailleurs, j'ai un grand ancêtre j'ai légitimé cette démarche qui peut paraître un petit peu blasphématoire, disons le mot. Irrévérencieuse, disons. Qui peut choquer. Bon, écoutez, j'ai apporté un peu d'eau bénite, donc rassurez-vous, si jamais vous déraillez par trop, avec Anne Brassier, nous aspergerons. Je comprends qu'on puisse être choqué par voir la religion de point de vue économique. Je comprends ça. On n'est plus choqué par rien. Non, mais je comprendrai. Donc, ce que je dis simplement, c'est que l'idée, c'est... Alors, le grand ancêtre dont je parlais, c'est Adam Smith. Adam Smith a consacré, dans La richesse des nations, des pages absolument éblouissantes, qui sont vraiment ceux d'un économie de l'argent. Alors, cela dit, notre sujet de ce soir, c'est... Non, mais juste pour dire que
il y a une démarche qui est fondée. Christianisme et capitalisme. Alors, pour revenir à Stark, je dirais en effet que le livre est remarquable et je félicite vraiment la presse de la Renaissance d'avoir publié ce livre. Il faut voir et donc Victor Loupan, qui en est à l'heure. Oui, tout à fait. Je félicite Anne Brassé de me l'avoir signalé. Il faut voir que ce livre est la pointe émergée d'un iceberg, parce que depuis je suis rentré en contact avec Stark, et nous dialoguons sur le net. Et, oui, et il m'a envoyé... en anglais, ça. Bien sûr. Et je crois qu'il parle un peu français. Non, il ne parle pas un mot de français. D'ailleurs, il a quelques sources en français. Non, il m'a dit, écoutez, je lui ai dit qu'on allait parler de lui ce soir sur Radio Courtoisie. Il m'a dit, merci beaucoup, mais je ne connais rien en français et je n'écouterai pas. Enfin, bon. Voilà, non, mais évidemment. Non, mais il aurait pu. Hein. Bien sûr. Ça. Donc les autres livres sont tout à fait passionnants. J'en ai apporté un, For the Glory of God. Alors allez-y, il y en a quatre comme ça. C'est-à-dire que au fond, ce que je cherche à montrer. Citez quand même les ouvrages. Alors, en traduisant alors le citer en anglais, en traduisant. For the Glory of God. Pour la gloire de Dieu. Comment le monothéisme a conduit aux réformes, à la science, à la chasse aux sorcières et à la fin de l'esclavage. Et d'ailleurs, j'ouvre tout de suite une parenthèse. Il y a aussi The True One God, qui est les conséquences politiques du monothéisme, qui est tout à fait passionnant. Il y en a encore deux autres que je pourrais citer, on ne va pas allonger la liste. Stark, c'est un grand esprit. Voilà. Mais c'est tout à fait... Alors les ouvrages concurrents éventuels que vous citez ne sont pas traduits, eux, en français. Non, c'est le seul. Mais le seul qui est traduit, c'est Stark. J'encourage... des projets. Stark, ce qui veut dire l'étincelle, si je ne m'abuse, non Non, c'est Spark. Ah, c'est Spark. Oh là là. Honte à moi. C'est Spark. Alors, Stark ne veut rien dire. Bon, en quoi ça m'a intéressé? Je crois que ça rejoint. Alors, si on prend dans les faits, essayons de ne plus faire de la théorie, mais dans les faits. Parce que le point le plus marquant, et vous l'avez dit en citant les moines du Moyen-Âge, le point le plus marquant, à mon avis, c'est de dater l'essor de l'Occident du Moyen-Âge, c'est-à-dire que du 10e, 11e, 12e siècle. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire que l'Europe a dépassé la Chine, a doublé la Chine. Et ça a été prouvé statistiquement, si l'on peut dire, enfin, entre guillemets, par les travaux de l'OCDE, qui est un organisme quand même sérieux, vous connaissez certainement, hein, oui. Par un certain Madison, qui a fait même certains travaux de l'OCDE, qui a reconstitué les statistiques de PNB jusqu'à l'Empire romain, et qui a quasiment démontré, entre guillemets, hein, que l'Europe avait dépassé la Chine au XIIe, XIIIe siècle, justement à cause de ce capitalisme. Et c'est une conséquence très importante sur l'histoire de l'Occident. Parce que, comme vous le savez, et là, ça m'a permis de faire un papier un jour pour dire que Braudel s'était trompé de 5 siècles, au moins. C'est-à-dire que pour Braudel, et pour toute l'école des annales, et pour tous ces historiens français plus ou moins marxistes, l'essor de l'Occident était fait sur le dos du reste du monde. C'est-à-dire que l'Occident fait sa fortune avec les colonies, avec l'impérialisme, sur la Chine, en exploitant la Chine, en exploitant le tiers-monde. Or, si on prend comme point de départ ce que dit Stark, et ce qui est confirmé par l'OCDE, c'est-à-dire que l'Occident n'a pu dominer le monde, entre guillemets, que parce qu'il avait gagné la supériorité économique. Autrement dit, l'impérialisme est la conséquence du succès économique de l'Occident et non pas sa cause. Et c'est très fondamental. C'est assez évident, si vous me permettez. Non, c'est pas évident pour toute l'intelligentsia française. Non, mais attendez. Et c'est pas évident pour toute la presse française. Bien sûr. Non. C'est pas du tout évident. Non. Ça m'a toujours paru évident. Ouais, non, ce n'est pas évident du tout. Non. Et donc ce point est très important. Alors maintenant, la querelle, protestant, catholique, moi je suis tout à fait du côté de Stark, c'est évident. Attendez, parce que je voudrais que Daniel Amiche intervienne, parce que, au fond, Stark fait un livre objectif, qui se veut objectif, mais qui est en même temps une double apologétique, si je puis dire. Il fait à la fois l'apologétique du capitalisme et l'apologétique du christianisme. C'est-à-dire que, comme il est américain, et qu'en général les Américains trouvent que le capitalisme c'est bien, d'ailleurs... mon révérend père Daniel Amiche, je suis obligé de dire que je suis de leur avis sur ce plan. Donc Rodney Stark justifie le capitalisme par le fait qu'il est issu du christianisme, mais réciproquement, je veux voir dans ce livre une apologétique chrétienne, parce que, certes, ça n'est pas démontrer la vérité du christianisme que de dire que le christianisme
a eu des effets positifs sur la société, mais quand même, on peut se dire que Dieu a voulu, que Dieu qui est infiniment bon a voulu que la religion vraie ait des effets, des fruits heureux, et que d'une certaine manière, enfin c'est un peu de notre manière comme le génie du christianisme, la vérité du christianisme se prouve par sa grandeur et par sa réussite matérielle ou séculière. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je voudrais pas être la seule voix discordante dans ce concert unanime de louanges. Mais si. Je dirais que d'abord, il faut savoir d'où parle le livre exactement. Excusez-moi d'utiliser ce langage un peu cuistre ce soir. Bon, Rodney Stark, c'est un intellectuel brillant, un auteur qui a fait, je sais pas combien, une trentaine de bouquins, plus de 150 articles, tout à fait exceptionnel. Mais sa spécialité, c'est la sociologie religieuse. Il faut être précis. Et à cet égard, il a sans doute beaucoup de leçons à nous donner, en tout cas à moi, ça c'est certain, parce que je ne suis pas un sociologue religieux. Donc il ne parle pas du point de vue de l'économiste, il ne parle pas du point de vue de l'historien, il ne parle pas du point de vue du philosophe, ou du philosophe des idées politiques, c'est un sociologue. Alors son livre, il y a deux choses dans son livre. Une qui est absolument épatante. Je dirais, alors je ne sais pas quel mot il faut utiliser, est-ce que c'est bouleversant ou renversant? Bouleversant, ça voudrait dire qu'on est tout chaviré par la lecture de ce livre. Renversant, c'est parce qu'on est un peu sous le coup d'une certaine stupéfaction. Il y a toute une partie du livre, je dirais le socle de l'ouvrage, avec lequel je ne peux être absolument d'accord avec lui. J'en suis absolument convaincu. C'est-à-dire que le rapport que le christianisme crée dans la relation de l'homme à Dieu, c'est le sens même de religion, ce qui relie, est quelque chose d'unique et de jamais vu dans toute l'histoire des religions qui ont précédé le christianisme, à la différence bien sûr d'Israël, on en dira un petit mot tout à l'heure, et postérieure au christianisme. Il y a aussi des religions qui sont créées après le christianisme. Bien. Vous vouliez m'interrompre déjà? Non, mais vous dites la différence du judaïsme. Non, il met le judaïsme et l'islamisme dans la même catégorie des religions qu'il appelle orthoprax, par opposition au christianisme, qui est une religion orthodoxe. Il veut dire que ce qui intéresse les sages de l'islam ou du judaïsme, c'est la pratique, dans le détail, et ça n'est pas la foi. Non, je suis pas d'accord. De quel judaïsme parle-t-on? De quel judaïsme parle-t-il? Non, s'il s'agit du judaïsme qui a préparer le christianisme, qui en est la continuité, je ne vois pas du tout de contradiction entre les deux. Ce ne sont pas deux religions, c'est la même religion. Bon, c'est la même religion. Et je l'avais déjà dit, je crois, au cours de... Oui, c'est un peu bizarre d'entendre ça. Ben oui, c'est la même religion. C'est la religion c'est une religion qui se développe. C'est le christianisme et l'aboutissement du judaïsme, d'un point de vue purement de l'histoire des religions. Ce qui m'a un peu choqué dans son livre, c'est ce hiatus, et là ça va être un débat très intéressant, ce hiatus qui semble faire entre la philosophie de l'Antiquité, notamment la philosophie grecque, et le christianisme. Ah, total, ouais. En disant que, au fond, il est heureux, contrairement aux musulmans, qui se sont simplement contentés de dogmatiser, comme Averroès, autour d'Aristote. Il est heureux que le christianisme occidental ait ignoré la philosophie grecque, ait pu développer son propre système philosophique et n'ait découvert donc la philosophie grecque que très possiblement au 9e ou 10e siècle selon ce qu'il dit. Moi, j'en suis pas très sûr, parce que j'ai quand même le sentiment que la philosophie grecque était quand même travaillée à Byzance, me semble-t-il. Je suis pas sûr qu'elle ait été à Rome dès le 9e siècle, mais enfin, Byzance, je suis sûr qu'elle y était. Ils ont un problème avec la philosophie grecque. Les Byzantins? Non, les Américains. Oui. Les Américains. Et c'est très intéressant parce que la seule petite réserve que je ferais, c'est qu'il n'y a pas de jugement dans les dernières pages sur les excès de ce capitalisme outrancier que nous connaissons aujourd'hui, qui bouffe l'homme et qui élimine carrément l'homme de la surface terrestre, puisque l'homme coûte cher. Donc les actionnaires ont tendance à les virer. Et ils n'ont pas le sens de la mesure. Alors que le christianisme occidental de la vieille Europe, lui, a ce sens de la mesure. Il ne se répand pas sur la surface de la terre. Une société française, un ordre monastique, pour utiliser les mêmes comparaisons, se répand sur une surface donnée, mesurée. Alors que
dans les entreprises américaines, on est toujours dans la dimension d'un James Bond. Le Dr No veut dominer le monde. Monsieur Bill Gates veut dominer le monde, le marchand de génie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'histoire de la mesure grecque, c'est extrêmement important. Alors, donc parenthèse. Sur le socle, donc il y a un point qui me semble intéressant. Je voudrais revenir parce que Philippe Limoneau a fait avec les gros yeux sur l'histoire entre le judaïsme et je vais peut-être dire 2-3 choses là-dessus quand même. On en avait déjà parlé. Il ne faudrait pas que ça nous éloigne trop du sujet quand même, parce que très important, c'est le rapport de l'homme à la science. Alors là, ça nous il me semble que là, on est vraiment dans le triomphe de la raison, pour reprendre le titre de Stark. Alors, il aborde un peu ce sujet, René Stark, pas totalement évidemment, on lui demande pas en 320 pages de faire une espèce d'encyclopédie absolument totale de la connaissance et du déroulement des événements de l'histoire. La synthèse est très habile et extrêmement érudite, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le rapport à la science est très intéressant quand on observe, permettra de relier avec ce que je disais tout à l'heure, si l'on considère l'Ancien Testament. Qu'est-ce que nous apprend l'Ancien Testament? Il nous apprend que le monde a été créé, il nous apprend que le monde se terminera, et qu'entre-temps, comme une pièce de tissu, une pièce de vêtement, le monde s'use. Voilà ce que disent les prophètes de l'Ancien Testament, ce que dit l'Ancien Testament. Ce que dit la pensée grecque est radicalement différent, puisque la pensée grecque dit que le monde existe de toute éternité, et que parce qu'il existe de toute éternité, il durera de toute éternité. Ça veut dire qu'on a effectivement, du point de vue scientifique, 2 positions irréconciliables. Il y a une position qui s'inscrit dans le fait que l'univers s'use, et l'autre où l'univers ne s'use pas. Il est une espèce où, sauf à revenir cycliquement de la même chose. On a donc là 2 métaphysiques différentes qui donnent 2 attitudes scientifiques différentes. Et je me demande si, à certains égards, la pensée chrétienne n'est pas l'héritière de cette métaphysique hébreu et donne de l'homme un rapport au créé très différent de celui des autres religions. Oui, mais en fait, la question que pose le livre de Stark et que nous devons nous poser, c'est pourquoi le capitalisme est né du christianisme et pas du judaïsme ni de l'islam. C'est ça la question. Et la réponse de Stark est quand même, il mérite que l'on considère d'un peu plus près. C'est-à-dire, qu'est-ce que dit Stark? Il dit que le judaïsme et l'islam sont des orthopraxies, c'est-à-dire qu'elles s'occupent de savoir ce qu'il faut faire, de la bonne conduite dans l'hygiène alimentaire, la circoncision, le mariage, etc. Et donc c'est une jurisprudence. Et une jurisprudence regarde le passé, le précédent. Alors que le christianisme développe une théologie. Il n'y a pas de théologie juive, selon Stark, il n'y a pas de théologie musulmane. Et donc, la théologie développe la capacité scientifique, la capacité de raisonner, et par conséquent, comme vous l'avez dit, comme la créature est créée par Dieu qui est rationnelle, la création est rationnelle, et elle mérite un traitement scientifique et rationnel. Attendez. Moi, j'apporterai un bémol à ça. Pour moi, le point de clivage, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs, à mon avis, entre le judaïsme et l'islam. Le judaïsme et l'islam sont beaucoup plus proches l'un de l'autre que chacun du christianisme. Pourquoi? Parce qu'en effet, ce sont 2 orthopraxies. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais pour moi, le développement du capitalisme par le christianisme mérite une explication qu'on trouve minoritaire chez Stark, mais qui me paraît essentielle. C'est-à-dire que le christianisme a véritablement inventé le droit de propriété, qu'on ne trouve pas, excusez-moi, encore un instant, qu'on ne trouve pas développé à ce point ni dans le judaïsme, ni dans l'islam. Le droit de propriété tel que nous connaissons, ni dans le droit romain d'ailleurs, le droit de propriété tel que nous connaissons est une invention théologique du christianisme. Et je renvoie à la thèse de Renaud Zagamé, qui a les origines théologiques de la propriété, qui est tout à fait remarquable, qui a fait un point, à mon avis, définitif sur ce point. Et le droit de propriété est évidemment essentiel. On n'a pas besoin de parler de liberté, on n'a pas besoin de parler de libéralisme. Le droit de propriété de marché, à partir du moment où vous avez le droit de propriété, vous avez tout le reste. Et le christianisme a véritablement inventé le droit de propriété, et par conséquent, on peut dire qu'il a inventé le capitalisme. Alors, mettons un peu d'ordre dans notre débat, mais avant cela, donnons la parole aux auditeurs de Radio Courtoisie. Chers auditeurs, vous écoutez donc Radio Courtoisie.
le livre-journal d'Henri de Lesquen, et nous recevons Anne Brassier, Victor Loupan, Philippe Simoneau et Daniel Amiche pour parler de christianisme et capitalisme à partir d'un livre publié aux presses de la Renaissance par Victor Loupan, le livre de Rodney Stark, Le triomphe de la raison. Anne. Un auditeur, le clergé faisait un noble usage de ses biens, il n'y avait pas de pauvres dans le territoire des grandes abbayes, les richesses du clergé étaient le patrimoine de toutes les familles, il établissait et entretenait dans toutes les villes des hôpitaux, des collèges, des bibliothèques, ses largesses étaient partout une source abondante de prospérité publique, ce n'était pas pour lui que le clergé était riche, mais pour la société, et la société n'était pas obligée, comme aujourd'hui, elle n'était pas affligée du fléau du vagabondage et du paupérisme. Une auditrice, la même chose, l'Église a accumulé des fortunes, mais les a distribuées dans les hôpitaux et les bonnes œuvres faisant office de sécurité sociale. Quel parallèle entre les cas de l'Église et de la sécurité sociale, ça c'est très intéressant. C'est une question qui va nous éloigner de Rodney Stark pour nous rapprocher de Philippe Simoneau, parce que c'est plutôt Philippe Simoneau qui entraîne dans son ouvrage Les papes, l'Église et l'argent plutôt que Rodney Stark. Mais bon, c'est une question fort pertinente et fort intéressante. Dans son livre Le mal français, Alain Perfit dit que si le protestantisme peut faciliter la richesse de ceux qui le pratiquent pour les catholiques, c'est exactement le contraire. Alors, deux questions encore. Un auditeur, je signale une excellente justification du capitalisme en plein accord avec la doctrine de l'Église catholique, écrite par des auteurs suisses, non, l'un est français, l'autre suisse, messieurs Paterno et Veraldi. Dieu est-il contre l'économie? Un auditeur, si le christianisme et l'Occident ont réussi, cela provient du fait qu'ils sont nés dans des contrées à climat tempéré. Une civilisation ne prospère jamais sous des chaleurs ou des froidures extrêmes. Puis il y a le livre de notre ami Simon, qu'il ne faudrait pas oublier. En plus, il sera tout à l'heure dans notre émission. Sur le capitalisme et l'argent. Je peux répondre sur le clergé? Oui. On vous prie même de répondre aux questions des auditeurs, bien sûr. Ouais. Elles sont faites pour cela. C'est vrai que la justification présentée à toutes les époques, dès le 1er siècle et jusqu'à nos jours par l'Église pour cette accumulation parfois à certaines époques formidable de richesse, c'était la distribution, la redistribution aux pauvres. Et d'une certaine manière, l'Église a inventé l'État-providence. Et je dirais même que... Cher ami, excusez-moi, vous dites dans votre livre que ce sont les Gracques qui ont inventé l'État-providence. Non, excusez-moi, je ne dis pas ça. Oui, eh bien, je vais répondre tout de suite. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Je dis que c'est un État-providence très particulier dans la mesure où les citoyens, tous les citoyens, y compris les citoyens riches, avaient droit aux distributions alimentaires. J'aime bien reprendre un auteur sur son propre livre. Voilà, non, absolument. C'est amusant. Donc en effet, il y avait de la redistribution, mais elle n'était pas en direction des seuls pauvres, elle était en direction de tous les citoyens romains. En tout cas, lisez le livre de Philippe Simoneau, Les papes, l'Église et l'argent, et vous verrez ce qu'il dit sur les Gracques en particulier. Voilà. Mais alors, pour revenir à cette accumulation, il ne faut pas non plus se voiler la face. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prélats, beaucoup de papes ont profité de cette richesse pour eux-mêmes. L'Église est humaine. Et justement, c'est là ce qui oppose Stark à mes amis Eklund, Ebert, Tolson, les économistes de la religion que je citais tout à l'heure, qui eux sont vraiment weberiens, qui sont restés très weberiens, y compris dans leur dernier ouvrage, The Marketplace of Christianism. C'est que pour eux, l'Église, pendant tout le Moyen-Âge, a été une sorte de prédateur de l'économie et a bloqué, le monde, a bloqué le développement économique. Et heureusement que Luther est arrivé. Rodney Stark montre le... Oui, non, mais je veux dire... Alors, je voudrais simplement dire qu'il y a cette thèse-là qui existe sur le... Et c'est pour ça que le livre de Rodney Stark nous rend heureux. C'est que c'est la réfutation de cette thèse. Alors, nous tous ici, on était... C'est en cela que ce livre est révolutionnaire. Voilà. Enfin, c'est en cela qu'il est nouveau. Hein. Oui. Alors, il est nouveau pour les États-Unis, parce que pour nous, on en était bien persuadés. Non, mais il n'y avait pas d'ouvrage. Anne Brassier, vous allez nous citer... Régine Pernoud nous avait déjà dit que le Moyen-Âge était une période extraordinaire, et quiconque va dans un monastère et sait comment il fonctionne, avec la règle du travail et de la prière, sait que... Juste un point quand même, les abbayes avaient beaucoup d'esclaves. Attendez, nous partons dans tous les sens. Je voudrais revenir à ce qu'a dit Daniel Amiche à propos justement
d'un Des point réfugiés, particulièrement paradoxal, mais fort intéressant, de la thèse de Rodney Stark. Car Rodney Stark prétend que le capitalisme s'est développé en s'émancipant de la pensée grecque et romaine et en profitant du christianisme, mais je dirais indépendamment de la pensée classique grecque et romaine. Alors j'en veux pour preuve deux citations. Tout d'abord, Rodney Stark dit il est donc clair et contraire à toute idée reçue que la récupération des savoirs grecs ne remit pas l'Europe sur la piste de la science. Ce fut en opposition explicite à Aristote et aux autres auteurs classiques que les scolastiques avancèrent vers la science. Et page 45 du livre, la naissance de la science ne fut pas une extension du savoir classique, elle était le prolongement naturel de la doctrine chrétienne. La nature existe parce qu'elle a été créée par Dieu. Et je saute à la page 118 du livre de Rodney Stark, avec une phrase encore plus ébouriffante, comment vous dites, renversante. Renversante ou... Bouleversifiante. Bouleversante. Abracadabrantesque, comme dirait Rimbaud et Chirac. Par conséquent, la chute de Rome, ça c'est Rodney Stark qui parle, par conséquent, la chute de Rome ne fut pas un accident tragique. Si l'Empire avait survécu, il n'y aurait rien eu que l'on puisse appeler la civilisation occidentale. Et je dois dire que tout un chapitre du livre est consacré au progrès matériel considérable qui a eu lieu pendant le haut Moyen-Âge et aussi pendant le bas Moyen-Âge, enfin à partir du 5e, 6e siècle, dans tous les domaines, notamment dans l'agriculture, la navigation, etc. Il y a même un passage assez amusant sur les voies romaines, Oui, ça c'est même assez paradoxal quand même. Un passage très paradoxal sur les voies romaines, parce qu'on dit en général la preuve que le monde occidental européen est tombé en décadence après la chute de Rome, c'est que les voies romaines n'ont pas été entretenues. Et alors il explique, Rodney Stark, mais ça je voudrais qu'on le vérifie. Non, mais c'est confirmé. Il explique que les voies romaines, en fait, n'avaient qu'un seul intérêt, c'est de permettre aux légionnaires romains, piétons, d'aller d'un bout à l'autre de l'Empire, et qu'à partir du moment où l'Empire était fragmenté, elles n'avaient plus aucun intérêt. Les voies romaines ne servaient pas au commerce. Ça, c'est beaucoup plus technique. Les voies romaines étaient toutes droites, comme on peut le constater. Donc, elles n'épousaient pas les sinuosités du terrain. Et donc, pour les chariots, c'était infernal. Les piétons pouvaient monter et descendre. Voilà. Parce que c'était même pour un piéton, c'est la ligne droite et la ligne la plus courte. Mais pas pour un chariot. Donc, la thèse de Stark, c'est que si les voies romaines ont été abandonnées, c'est qu'elles n'étaient pas utiles au commerce. Absolument. Elles ne servaient plus à rien. Absolument. Donc, c'est amusant. Et d'ailleurs, elles n'étaient pas très utilisées non plus par les soldats, dit-il, parce que je crois que quand ils marchaient, ils préféraient marcher sur le bas-côté avec leurs sandales plutôt que de marcher sur ces... Alors bon, c'est un peu bizarre, je veux dire, moi j'y étais pas, donc je peux pas témoigner. Non, un révisionnisme des voies romaines qui est assez curieux. Non, mais c'est connu. Les régimes autoritaires ont construit des autoroutes au XXe siècle pour déplacer leurs troupes. C'était vieux comportement. Elles ne tiennent pas compte du paysage. Ouais, donc c'est très mal commode pour les chariots. De toute façon, est-ce que quelqu'un autour de cette table doute du fait que la chute de l'Empire romain est une bénédiction? Je pose la question clairement. La chute de l'Empire romain est évidemment une bénédiction. Il n'y avait pas, je veux dire... autour de cette table, je ne sais pas. Mais honnêtement, d'abord, moi je soutiendrais qu'il n'y a pas eu de chute de l'Empire romain. Ah, ça c'est une autre chose. Je ne suis pas le seul. Je suis assez d'accord avec vous. En fait, et d'abord, il y a un empereur qui est resté. Il était en Constantinople, bien sûr. À Constantinople, puis à Moscou. Bien sûr. Troisième Rome. Mais non, bien sûr. Alors je m'aperçois que j'ai rapproché deux citations qui en fait émettent deux idées quand même sensiblement différentes, parce que la chute de l'Empire romain est une chose, et le fait que le capitalisme se serait développé selon Rodney Stark en contradiction avec la pensée grecque est encore plus ébouriffant, encore plus renversant, surprenant. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais moi, je pense que la véritable cause de cela, c'est pas tout à fait ce que dit Stark, c'est le droit de propriété, encore une fois. Le droit de propriété est fondamental. À partir du moment où vous installez le droit de propriété, vous les protégez, sécurisez, c'est terminé. L'économie se développe. Oui, vous le dites, c'est la thèse aussi de M. Lagartempe. Un auditeur nous dit « Il convient de signaler que le judaïsme et l'islam sont de tradition nomade alors que le christianisme est de tradition agraire, d'où le lien avec le droit de propriété. » Alors il le dit quand même, Rodney Stark, parce qu'il dit par exemple, il cite un auteur qui s'appelle Winwood Reid, qui doit être américain aussi, selon lequel la raison pour laquelle la Chine a connu des siècles de stagnation économique et sociale est simple.
La propriété n'y est pas sûre. Voilà. Cette phrase contient à elle seule toute l'histoire de la vie. Voilà. Et il donne d'ailleurs des exemples. Dans Méditerranée, Oui, mais si vous voulez, on n'a pas... qui coule avec tout son or. Oui, c'est magnifique. C'est- ça. Ah voilà, un exemple extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu le laisser dans une... Rappelez c'est à les pentes. Anne, C'est les pentes. C'est un petit peu avant les pentes, je crois, ou au moment des pentes. Non, c'est les pentes. C'est les pentes. C'est Ali Pacha, c'est Anne Brassé va raconter l'anecdote, parce qu'elle est extraordinaire. Anne. Ali Pacha donc lutte contre la chrétienté et son bateau va couler. C'est le grand amiral. amiral de la Grand flotte. amiral de la flotte et il va couler avec toute sa fortune parce qu'il l'avait pas laissé dans une banque. Les Vénitiens n'avaient pas dû installer de banque. Pas de danger. Non, et ça veut dire aussi qu'il n'avait pas l'emploi de cette fortune. C'est-à-dire qu'elle était thésaurisée en or, Il n'avait pas confiance et il n'avait en pas bijoux. Elle n'avait pas l'emploi. Parce qu'il n'avait pas de droit de propriété. Mais on retrouve ça dans le jeu de sécurité. Excusez-moi. Ça va très loin. Et pas d'œuvre d'art. On n'achète pas d'œuvre d'art puisque Non, à cause de bien sûr. la religion. Oui. Il y a un autre exemple très intéressant que j'ai entendu sur cette radio et que Rodney Stark reprend, c'est l'utilisation du temps, de l'horloge. Les 3 réactions dans 3 pays différents, dans 3 religions différentes à l'horloge. Quand l'horloge est inventée, les Chinois la gardent à l'usage exclusif de l'empereur. Les musulmans la refusent complètement puisque seuls les prêtres doivent savoir l'heure et scander la journée par les appels à la prière. Et voilà. Et par contre, les catholiques mettent mettent l'horloge au mur de leur église. Alors oui, alors là, Il y a encore plus Victor il y a encore un détail encore plus intéressant, parce que l'empereur de Chine, lorsque le maître horloger qui a inventé l'horloge est venu le voir, il a dit voilà, c'est la machine à mesurer le temps. L'empereur de Chine a tout de suite vu dans cette chose un pouvoir extraordinaire. Ouais. Et donc le maître horloger n'est plus jamais sorti de sa pièce où il était avec sa machine, qui était une horloge. Mais ensuite, il est mort. Et lorsque les Portugais sont arrivés dans la cité interdite, plus personne dans la cité interdite ne savait ce qu'était ce meuble. C'est ça qu'il faut savoir. oui, c'est joli, et oui. que les Portugais sont arrivés, ils se sont dit, mais c'est une horloge. Donc, c'est pour ça que lorsque Stark appelle son livre Le triomphe de la raison, le triomphe de la raison, c'est ça aussi. C'est-à-dire l'intelligence et le capitalisme aussi, c'est une forme d'intelligence, parce que moi je pense que nous avons une attitude un peu dogmatique vis-à-vis du capitalisme. Le capitalisme n'est pas une idéologie. Moi je pense que le capitalisme est un système comptable, quoi. C'est une des expressions d'intelligence. Là, vous avez des idéologies qui sont calquées sur le capitalisme. Vous avez l'idéologie libérale, vous avez l'idéologie communiste, qui est aussi une idéologie capitaliste, basée sur le capitalisme. Vous avez le marxisme, vous avez toutes sortes, socialisme, vous avez toutes sortes d'attitudes vers cela. Mais vous ne pouvez pas en sortir, parce que c'est tout simplement une invention très pratique. Je pense que c'est Czeslaw Milosz, quelqu'un qui disait que tout ce qui n'est pas pratique disparaît, tout ce qui n'est pas pratique est voué à la disparition. C'est une façon pratique. Et en ce sens, et Stark, c'est en ce sens qu'il emploie aussi, l'enrichissement, je ne parle pas de l'enrichissement même, l'enrichissement personnel aussi, est une des conséquences de la réussite. Et la réussite est une des conséquences de l'intelligence. Enfin, je veux dire, c'est tout un ensemble de choses. La force du système occidental et la force qui découle du christianisme, c'est la conscience collective, l'idée de liberté collective. Je vais dire un mot sur l'intelligence, simplement qu'il n'y a pas besoin d'être intelligent en plus. Le système fonctionne sans intelligence. Mais bien sûr, moi je ne dis pas l'intelligence individuelle de quelqu'un, c'est tout un système qui fait que nous sommes tous partie prenante à une forme d'intelligence qui nous vient de Dieu. Et lorsque vous parlez des Grecs et des Latins, enfin des Romains, c'est une longue discussion, on ne va pas se lancer dans cette histoire, mais enfin, le christianisme est naturellement l'antithèse de tout ça. Alors, la foi dans le progrès est sans doute un des moteurs du développement économique et du capitalisme. Et Anne, je crois que vous avez... Oui, il y avait cette citation de saint Augustin qui est quand même inouïe. Donc rappelons, c'est au début du 5e siècle, il écrit « Le génie de l'homme n'a-t-il pas été, en effet,
n'a-t-il pas en effet inventé d'innombrables et étonnantes techniques et trouvé leur application, en partie comme résultat de la nécessité, en partie comme celui d'une inventivité exubérante? Si bien que cette vigueur de l'esprit témoigne d'une richesse inépuisable de la nature qui peut inventer, apprendre ou employer de telles techniques. Quel progrès merveilleux, et on pourrait dire stupéfiant, l'industrie humaine a fait dans les techniques du tissage, de la construction, de l'agriculture et de la navigation. Alors, Rodney Stark remarque que la pensée chinoise ne concevait pas que la nature fût soumise à des lois, qu'il y eût des lois de la nature. Et en sens inverse, il cite un grand penseur théologien médiéval, Nicole Oresme, qui était, je crois, évêque en Normandie, me semble-t-il, je ne sais plus dans quelle ville, qui a dit ceci, la création divine ressemble beaucoup à l'action d'un homme qui fabrique une horloge et la laisse ensuite continuer à fonctionner toute seule de son propre mouvement. Donc, contrairement aux doctrines religieuses et philosophiques dominantes dans le monde non chrétien, par exemple le judaïsme talmudique et l'islam, les chrétiens ont développé la science parce qu'ils croyaient, souligné dans le texte, qu'ils le pouvaient et qu'ils le devaient. Les chrétiens ont développé la science parce qu'ils croyaient qu'ils le pouvaient, qu'ils le devaient. Alors la science, ce n'est pas le capitalisme, enfin disons que ça fait partie des éléments qui ont permis le développement économique. Comme l'a dit Whitehead, alors Whitehead, ce n'est pas n'importe qui, c'était le collaborateur, enfin l'un des co-auteurs de livres savants sur le livre mathématique savant avec Russell. Comme a dit Whitehead en 1925, la science prit naissance en Europe parce qu'il était répandu la foi en la possibilité de la science dérivée de la théologie médiévale. Voilà quelque chose de très important, Daniel Amiche. Oui, enfin moi c'est pas sur la théologie médiévale que je vais m'étendre parce que je crois qu'il faut avancer un petit peu, il faut aller plus loin dans le développement du capitalisme. Je reviens à ce que disait Philippe Sulmono sur le fait que la propriété constitue un peu le socle du développement ultérieur de beaucoup de choses. La propriété, c'est sûr, la terre ne ment pas, si je puis dire, quand on l'a sous les pieds, qu'on a un territoire, on peut le faire. Encore faut-il savoir à qui appartenait la terre, par exemple, au 8e et 9e siècle. Je parle de la France, par exemple, une question qui est intéressante. Deuxièmement, il faut savoir qui va garantir la propriété. Pour ça, il faut qu'il y ait un État. Et je trouve Rodney Stark extrêmement injuste et amalgamant un peu tout le monde sous les termes de despotes et de tyrannie, de tyrans, des gens qui ne sont pas tous des despotes et des tyrans. Ça me fait, moi, français, assez souffrir. Sourire aussi, parce qu'il est schématique. Souffrir. Allez, c'est plus élégant. Souffrir de voir des jugements quand même très péremptoires sur des formes étatiques qui ont mis un bon millier d'années pour se développer ici en France, et traité vraiment par-dessus la jambe par Rodney Stark. Je trouve ça pas convenable. Je ne pense pas qu'on puisse qualifier la succession de nos rois de succession de despotes. Et d'ailleurs, s'ils n'avaient pas garanti eux-mêmes, par exemple, les propriétés de l'Église, eh bien, évidemment, des accumulations primitives du capital, entre guillemets, n'auraient jamais pu s'accomplir. Daniel, ce que disait tout à l'heure. Il ne vous a pas échappé que c'est en même temps le triomphe de la démocratie américaine. J'entends, mais vieille Europe. J'entends, mais c'est important parce qu'il y a plusieurs étages dans la fusée de Rodney Stark. C'est très intéressant. Il y a un premier étage qui me semble vraiment sur lequel tout le monde peut s'entendre. Un second sur la filiation philosophique. Enfin, il ne dit pas, je suis un peu schématique sur Stark, en disant il dit que tout s'est découvert indépendamment qu'il dit que tout s'est découvert indépendamment de la redécouverte de la philosophie grecque. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas exactement ce qu'il dit, autant que je me souvienne. Il dit simplement qu'on a redécouvert la philosophie grecque après le travail philosophique des chrétiens, enfin des chrétiens de l'Église catholique, et qu'on a pris dedans ce qui était intéressant, ce qui n'était pas intéressant, on l'a évacué. Non, il dit à tort peut-être, mais il dit, je crois d'ailleurs avoir fait la citation tout à l'heure, que le capitalisme n'a pu se développer que parce que les Européens de l'Ouest se sont émancipés de la pensée grecque. Il le dit expressément. Oui, c'est des exemples, oui, sur Aristote. Il le dit expressément. Sur la science. La naissance de la science ne fut pas une extension du savoir classique, elle était le prolongement naturel de la doctrine chrétienne. La nature existe parce qu'elle a été créée par Dieu.
Oui. Oui, moi je Oui, voudrais oui. quand même reprendre cette histoire de, non pas de propriété, mais de droit de propriété. Bon, c'est vrai qu'il est désagréable pour la monarchie absolue française, Sommaire. et pour l'Espagne. Sommairement désagréable. Mais qu'est-ce qu'il remarque? Où s'est développée l'économie? Arrêtons de parler un peu de capitalisme. Où s'est développée la richesse? Où s'est développée l'économie en Europe? N'est-ce pas? C'est aux endroits où il y avait le moins d'absolutisme, où il y avait le moins de pouvoir absolutiste. Ça me paraît assez clair. Donc là où l'Espagne a régné, là où elle exportait son système, c'est-à-dire en Amérique latine, les malheureux, ou d'ailleurs là où les Portugais aussi exportaient leur système, là où la France a exporté son système, ça marche moins bien que là où le droit de propriété a été mieux respecté. Je suis désolé, c'est un constat de fait. Alors, à ce stade. Alors, on peut toujours dire que si on avait vraiment respecté le droit de propriété en France, on n'aurait pas eu Versailles, les grandes cathédrales, etc. Ah, c'est plus que ça. Non, c'est pas au niveau seulement touristique, le problème est pas touristique. À ce stade, il faut expliquer pourquoi il en revient à dire cela. Parce que il combat, comme vous, je crois, Philippe Simoneau, comme vous, Victor Loupan, comme vous, Daniel Amiche, la théorie de Max Weber sur les origines protestantes du capitalisme. Bon. Et alors, il répond à l'objection qui consiste à dire mais l'Angleterre s'est développée plus vite que la France et l'Espagne, c'est parce qu'elle était protestante. Il dit non, c'est parce que l'Angleterre était libre et que la France était soumise à un régime despotique. Et comme l'Espagne, c'est là qu'il tombe dans des visions totalement simplistes que Daniel Amiche a raison de dénoncer. Autant le livre est très documenté dans l'ensemble, sur toute la partie médiévale notamment, autant lorsqu'il survole l'histoire de l'Espagne ou de la France, il est vraiment rapide, sommaire, il est vraiment, ça n'est pas très sérieux. En revanche, il a probablement raison de dire que c'est parce qu'il y avait pas assez de liberté du commerce et de l'industrie en France et en Espagne que la France et l'Espagne... On peut soutenir le contraire. On peut soutenir c'est parce qu'il y avait trop de liberté précisément que le système monarchique s'est lui-même un peu grippé. Non, alors, écoutez, Colbert nous a complètement ruinés. Il faut se voir. La monarchie il faut le dire une fois, une bonne fois. Moi, je voudrais dire quand même quelque chose. Moi, je voudrais quand même dire quelque chose qui va peut-être décoiffer dans ce studio. Je suis assez étonné que les chroniqueurs de Radio Courtoisie tombent dans un travers marxiste. À savoir. L'imprégnation marxiste de Radio Courtoisie est évidente. Monsieur Lesquin, monsieur Amiche. Absolument. Parce que vous semblez, comme les marxistes, établir un lien de parenté, une connivence entre la monarchie et l'Église. Ce qui est faux. Entre la monarchie et l'Église, il y a eu, entre la royauté en France, il y a eu une lutte à peu près permanente. Deux prédateurs. Moi je ne dirais pas. Quand Robert Darwissel fonde Fontevraud, il réunit tous les pauvres qui traînent, toutes les femmes battues, et il crée Fontevraud pour s'occuper des pauvres. Alors le terme de prédateur est un terme un peu dur. Les hôpitaux. Voilà, si tous les prédateurs créaient des hôpitaux... Je salue Patrick Simon, une nouvelle voix qui vient de se joindre à notre concert. Maître Patrick Simon, qui va... restez avec nous dans la deuxième partie de l'émission pour parler des premiers pas du gouvernement. Mais là, nous parlons de christianisme et capitalisme. Alors, nous avons cité votre livre, d'ailleurs, enfin, nous avons, sans donner le titre. Merci. Le droit naturel et ses ennemis. Ah non. Oui, vous parliez sans doute de peut-on être catholique et libéral. Voilà. Ah, moi, je pensais à votre livre, mais peut-on être catholique et libéral est aussi, évidemment, un livre pertinent pour notre discussion. Mais je voudrais finir quand même cette idée. Donc, Stark ne parle pas de monarchie. Ce qui veut dire, tout simplement, je vous donne un exemple. Lorsqu'Henri va épouser Anne de Kiev, pourquoi il fait ça? Parce que les curés lui interdisent d'épouser ses cousines. C'est-à-dire que nous ne sommes quand même pas loin, si vous voulez, du côté « je suis seigneur, je fais ce que je veux ». Il se passait à Rome, je couche avec ma sœur, je couche avec ma mère, je couche avec mon frère, etc. Je fais des enfants avec les chèvres. Donc, Henri, attendez, mais c'est tout. Je suis tout à fait vous rappeler qu'Abraham a épousé sa sœur. Oui, exactement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'Henri ne pouvait épouser aucune princesse parce qu'elles étaient toutes ses cousines. Vous parlez du roi de France, Henri Le roi de France,
Henri II, ouais. C'est la très belle biographie de Jacqueline d'Auxois. Absolument, que j'ai publiée aussi. Éditée par Victor Lebrun. Bon, non, je ne fais pas de la pub. J'ai dit un truc important. Pourquoi? Vous le méritez. Donc, il a fallu qu'un certain moine défroqué qui est devenu roi de Pologne lui dise, écoute, il y a une ville qui s'appelle Kiev, il y a une princesse qui n'est pas mariée, il faudrait que tu l'épouses. Par conséquent, mais très probablement, si vous voulez, si l'Église n'avait pas été là, pour un peu moraliser toute cette histoire, pour leur dire ce qui était le bien et mal. Bien sûr. La monarchie française n'aurait pas eu ce visage que nous aimons, qui est un visage avenant et qui était quand même, je veux dire, elle était quand même fortement encadrée par les commissaires politiques de l'époque, qui étaient les curés, tout simplement, et qui leur disaient ça vous pouvez pas. Et lorsque c'était terminé, nous sommes entrés dans une phase que nous connaissons tous, on a commencé à gifler le pape, et puis ça s'est pas très bien passé, quoi. Puis ensuite, c'est les garçons de 15 ans qui étaient à l'armée, hein. Donc, parce qu'il n'y avait plus d'hommes. Je veux dire, quand même. Il faut quand même voir que c'est tout ça aussi qui est impliqué dans le livre de Stark. Il ne faut pas s'offusquer du tout, il faut regarder les choses telles qu'elles sont, hein. Il y a toujours eu un rapport dialectique, un rapport de rivalité entre le pouvoir ecclésiastique, le pouvoir de la religion, le pouvoir de la vérité et le pouvoir royal qui venait de Dieu. Tout le monde était d'accord. Mais il fallait quand même tenir les princes, sinon ils faisaient n'importe quoi, mais c'est vrai. Hein. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que la thèse centrale de Stark, c'est que le christianisme a permis l'éclosion du capitalisme à cause de la foi dans la raison? Tout à fait, c'est la foi dans la raison, c'est la thèse centrale du livre. C'est le livre. Hein. Voilà, c'est le livre. Alors que, et dit Stark, c'est la seule religion qui avait cette foi dans la raison et qui affirmait... qui avait une telle foi justement dans la raison qu'elle a développé une théologie dite scolastique extraordinairement subtile, extraordinairement riche et qui ne peut exister que parce que il est permis à l'intelligence humaine de s'approcher des choses de Dieu. Des réalités divines, même si elles restent mystérieuses. Ouais, ça, c'est pas contestable. C'est un des paradoxes du christianisme d'ailleurs. C'est le fait que Dieu soit infini et mystérieux, mais qu'en même temps la raison puisse. Et excusez-moi, mais cher Daniel Amiche, vous qui êtes un spécialiste du discours de Ratisbonne de septembre 2006 du pape Benoît XVI, on est en plein dedans. Le pape Benoît XVI affirme cette foi dans la raison. Et comme alors, il en tire des conséquences sur un sujet qui est différent, la liberté religieuse, mais il affirme que ce qui fait le christianisme, par opposition à l'islam, hein, car toute la polémique est de là, et on retrouve Rodney Stark d'une certaine manière, c'est le fait que le christianisme, et en particulier le catholicisme, considère que la raison est dans la nature humaine, mais qu'aussi que la raison divine, quoique incommensurable à la raison de l'homme, est de même nature. Ou plutôt que la raison de l'homme est de même nature que la raison divine. Et que donc l'homme, en considérant la raison qu'il a en lui, voit qu'il a en lui une parcelle de l'esprit divin. Alors, moi, je suis d'accord. Vous avez très bien résumé la thèse de Stark, mais à mon avis, elle prête à la critique, parce que d'un côté, les Juifs vous diront, mais non, nous pratiquons la raison dans notre foi vis-à-vis de Yahvé, et que notre foi est tout à fait rationnelle. Et du côté d'Islam, vous aurez aussi le même discours. Mais pour la praxis, c'est leur. Non, mais même, oui, bon, en tout cas, ils peuvent aussi dire qu'ils ont la raison de leur. Ils peuvent le prétendre. Je ne dis pas qu'ils ont. Je veux dire que le discours peut se tenir aussi bien du côté. Faites venir un théologien, un rabbin ou un imam, et vous verrez. Bon. Non, pour moi, la pierre de touche, elle n'est pas là. Encore une fois, elle n'est pas là. Elle est dans l'institution. Excusez-moi de me répéter, du droit de propriété. Et la vraie question que nous devons nous poser, c'est pourquoi la théologie chrétienne a inventé le droit de propriété que n'a pas inventé ni le judaïsme ni l'islam. Le judaïsme, la terre appartient à Dieu. Et en islam aussi, il n'y a pas cette possibilité de droit de propriété. Le droit de propriété est issu de la théologie chrétienne. Ça, c'est un fait, je crois, qui a été établi, qui pose énormément de questions, évidemment. Pourquoi Alors, il a été consacré définitivement par le pape Jean XXII, oui, qui est un numéro avant Jean XXIII, mais plusieurs siècles avant. C'est le premier pape vraiment installé à Avignon, qui a consacré le droit de propriété comme un droit naturel, par réaction avec les thèses des extrémistes franciscains, des fraticelles et autres hérétiques dont on parle, mais du mauvais point de vue, du point de vue hérétique dans Le Nom de la Rose d'Umberto Eco, qui disait, pour imiter Jésus et les apôtres, il faut renoncer à toute propriété.
il faut renoncer à tout bien, et seul le dépouillement intégral est évangélique. Et l'affirmation de Jean 22 a été de dire non, désolé. Même le pape et les apôtres n'étaient pas dénués de toute propriété, parce qu'ils avaient au moins leurs vêtements, ils étaient au moins propriétaires de leurs vêtements. Ils n'allaient pas nus, ils étaient propriétaires de leurs vêtements, donc la propriété est un droit naturel. C'est la grande question de la destination universelle des biens. Encore faut-il qu'il y ait des biens pour pouvoir les destiner à quelqu'un. C'est l'encyclique Quiam Quorundam de 1300. Mais c'est vraiment fondamental. C'est l'équilibre. Et le livre de Rodney Stark aussi, un auditeur, une auditrice nous dit, mais qui est-il? Est-il américain? Oui, madame, c'est un grand sociologue américain. Le livre dit aussi, décrit aussi dans toutes ces sociétés italiennes, donc Florence, Assise, Lucques, Venise, toutes ces sociétés italiennes qui inventent la banque, qui inventent le commerce d'aujourd'hui. Il montre comment le succès, d'abord, que ces sociétés avaient une part de leurs biens systématiquement alloués aux pauvres. Il y avait un pourcentage alloué aux pauvres. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'était les réactions, notamment celles des Illuminati, de gens qui trouvent que toute cette richesse fantastique que génère ce commerce, cette production et ce commerce des cités italiennes, c'est trop, c'est pas bien, et c'est justement en contradiction avec l'Évangile. C'est réactions qu'on rencontre très souvent dans les siècles des siècles, qu'on a rencontrées dans notre XXe siècle. Et ça, c'est très très intéressant. Alors, et le problème, jusqu'où ce capitalisme peut-il aller sans tomber dans l'excès et sans, encore une fois, devenir démesuré? Alors, Patrick Simon est un éminent avocat qui a beaucoup réfléchi aux questions juridiques, bien sûr, il a écrit sur le sujet, mais qui a aussi beaucoup réfléchi aux relations entre la religion et le capitalisme. Il a même fait un livre ou 2 livres qui traitent du sujet, et je ne suis pas sûr qu'il ait déjà lu le livre de Rodney Stark. Non, pas encore. Mais il a lui-même développé une thèse sur la conciliation du libéralisme et du capitalisme. Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, on lira bientôt vos questions, mais pour l'instant, je voudrais que Patrick Simon nous rappelle la thèse qu'il a développée dans son livre sur le libéralisme. Alors, le livre s'appelle, rappelez Peut-on être catholique et libéral? Enfin, il a déjà 9 ans, ce livre. Oui, un peu plus. Oui. Les grands livres sont toujours réédités. Oui, alors l'une des thèses qui est développée dans le livre, c'est qu'effectivement, il y a eu les hasards des événements historiques ont mis, à cause du XVIIIe siècle, de ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, ont mis le christianisme et le libéralisme dans 2 camps opposés. Mais ce qu'il fallait, disais-je dans le livre, c'était remonter au-delà de cela et aller plus loin. Et j'arrivais effectivement à la même conclusion que tout ce que vous avez dit au cours de cette émission, à savoir que la source du libéralisme, elle se trouve dans le christianisme, et cette source, elle vient de la métaphysique de la création, c'est-à-dire que l'homme créé par Dieu doit coopérer à sa création et donc participer à cette création. Et donc, c'est de là qu'est venu. Alors, donc, j'ai dans le livre développé sur l'école de Salamanque en Espagne, sur tous ces penseurs avant saint Thomas d'Aquin et après saint Thomas d'Aquin, le grand docteur de la région, qui ont et puis les monastères, les premières entreprises capitalistes qui étaient les monastères. Bref, tout ça, j'en ai parlé effectivement dans un des chapitres du livre qui s'appelle La source commune, puisqu'elle est commune aux deux pensées. Alors, je voudrais que quelqu'un rappelle la thèse célèbre de Max Weber, sur les origines protestantes du capitalisme, et explique pourquoi, selon Rodney Stark, et pourquoi peut-être selon lui-même, cette thèse n'est pas juste. Qui veut le faire? Philippe Simoneau? Je veux bien, oui. Alors Max Weber, donc ce grand sociologue début du XXe siècle, qui a écrit un livre, on peut dire fondamental, parce qu'il a été le fondement de d'un courant de pensée
pour nous erronée, mais qui n'en existe pas moins, qui s'appelle l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Oui, c'est ça. Il y a eu d'ailleurs un livre qui a eu le même titre, sauf que c'était l'éthique catholique au lieu de l'éthique protestante, écrite par Michael Novak un siècle plus tard. Un siècle plus tard, moins connu. Oui. Alors, d'ailleurs, il faut faire attention, on a beaucoup simplifié quand même. Weber ne met pas une relation de cause à effet. Mais oui, mais tout à fait. Direct. Non, il ne faut pas être aussi critique vis-à-vis de Max Weber. Il a trouvé quelque chose de très important, c'est qu'il y a un lien entre la religion et le capitalisme. Que ce ne soit pas uniquement le protestantisme. Ah non. Il existe un lien quand même. Laissons Philippe Senoud expliquer la thèse de Max Weber. Bon, il y a concordance entre l'éthique protestante qui est, selon lui, faite de frugalité, d'économie, de richesse comme manifestation de l'élection divine, qu'on retrouve d'ailleurs des évangélistes protestants en Amérique latine. Aujourd'hui, se développe en Amérique latine la théologie de la fortune ou de la prospérité. En opposition à la théologie de la libération. Bon, il y a tout cet aspect que Weber essaye d'implanter dans la réalité historique, c'est-à-dire qu'il remarque que, chiffre à l'appui, toujours contestable évidemment, contesté que le capitalisme s'est développé. Alors ça dépend évidemment par quoi on défile le capitalisme et à partir de quel moment, mais enfin lui il le voit démarrer dans les pays protestants après la réforme de Luther, ce qui est là le point le plus faible, évidemment. Oui, parce qu'on a la démonstration du contraire. Non, mais je voudrais insister sur l'aspect futuriste de Stark, si vous me permettez, parce que je pense que c'est important. Il nous reste encore quelques minutes pour parler de lui. Stark nous dit que le christianisme va se développer. Parce qu'on dit, parce que justement à cause du capitalisme, à cause du succès du capitalisme. Et le capitalisme va se développer à cause du succès du christianisme. Et notamment en Chine, qui est évidemment... Il soutient il soutient... Le christianisme se développe en Chine. Et d'ailleurs, je vous ai apporté le livre à partir duquel il fonde David Eichmann, excusez-moi, c'est encore un Américain, Jesus in Beijing, Jésus à Pékin. Et ce livre sur lequel que Stark cite dans son ouvrage, que depuis j'ai acheté, montre bien en effet que, contrairement à ce qu'on pense, le christianisme se développe en Chine. Et en Afrique. Non, mais je parle, bien sûr, je vais y venir. Et donc, à partir du moment où le christianisme se développe en Chine, le capitalisme aussi, puisqu'il amène avec lui le capitalisme. Alors, juste un petit retour en arrière pour voir ce qui s'est passé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a ruiné l'Europe. Et donc l'Europe s'est trouvée dans l'incapacité d'envoyer des missionnaires. Les seuls missionnaires qu'on trouve de par le monde, à partir de 1945, Stark le dit, oui, tout à fait, son bouquin, sont américains. Oui. Et donc, ils ont exporté avec eux le capitalisme. C'est ça qui est un peu... Voilà. Gênant, parce que quand les missionnaires catholiques vont en Afrique, c'est pas pour développer le capitalisme. Pardon, s'ils ont développé l'esprit de raison et le droit de propriété, c'est comme s'ils apportaient le capitalisme dans leur bagage. Autrement dit, donc, le succès du capitalisme américain, ou du capitalisme tout court, est dû, à mon avis, il va peut-être pas aussi loin, en grande partie aux missionnaires américains. Et l'Amérique latine, par exemple, Stark dit qu'en Amérique latine, le christianisme progresse. Parce que l'Amérique latine n'a jamais été vraiment chrétienne. Il y a eu beaucoup de faux chrétiens. Oui, mais sur Max Weber, je voudrais quand même que nous disions quelques mots sur Max Weber. Alors Max Weber, effectivement, dit que le capitalisme est sorti du protestantisme. Et alors il a une analyse quand même extrêmement intéressante parce que il montre que c'est finalement paradoxal. Pourquoi ? Parce que il dit qu'il y a trois termes. Alors le premier concept, c'est la vocation, Beruf. Alors ça, c'est pas paradoxal. Ça veut dire que on peut se réaliser dans n'importe quel métier, avocat ou fonctionnaire, ou journaliste ou économiste, aussi bien que comme prêtre. Ce n'est pas la seule vocation. Tout métier est une vocation. Ça vient c'est Beruf en allemand, c'est Luther. Deuxième concept fondamental après la vocation. Plus tard, Monseigneur Escrivá de Balaguer pour l'Opus Dei défendra la même thèse. Est-ce que deuxième concept fondamental, la prédestination, qui n'existe pas chez Luther, mais qui existe chez Calvin.
Mais alors là, on arrive à un paradoxe extraordinaire, c'est que la prédestination, normalement, conduit, comme chez les musulmans, au quiétisme. Parce que si vous avez, alors le thèse extrême, c'est le double décret, c'est-à-dire si dans la pensée de Dieu, il y a, depuis l'origine des temps, deux décrets, un décret qui contient la liste des damnés et un décret qui contient la liste des élus, c'est pas, écoutez, Daniel, c'est plus la peine de se fatiguer. Puisque, alors, donc normalement, la prédestination conduit au quiétisme. De fait, il le conduit en islam. Et en islam, le Inch'Allah, la thèse de la prédestination conduit au quiétisme. Or, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une troisième notion pour lesquelles les protestants français, à l'époque des guerres de religion, utilisaient le terme de probation. La probation, c'est le signe de Dieu. Autrement dit, la solution extraordinaire qui permet au protestantisme puritain de sortir du quiétisme selon Max Weber, c'est le fait qu'on ne sait pas si on est sur le bon décret ou sur le mauvais décret, le décret des élus ou le décret des damnés. Donc, on va savoir si on est élu, si on réussit matériellement. Car Dieu bénit ses élus. Dieu bénit le dollar. Et donc Dieu bénit le dollar, God and dollar, excusez-moi, Dieu et c'est le une dollar. réflexion des films de Woody Allen aussi. Voilà, et donc, une pièce de Paul Claudel aussi. Donc selon Max Weber, l'approbation, c'est le pieux puritain va vouloir se démontrer à lui-même, et démontrer bien sûr à ceux qui l'entourent, à sa femme, à ses enfants, à sa famille, à ses voisins, que par la réussite matérielle, il est élu de Dieu. Voilà. Et voilà comment le tour est joué et comment la prédestination, au lieu de conduire au quiétisme, conduit à la réussite matérielle. C'est extraordinaire comme théorie. Alors maintenant, la contradiction est apportée, notamment par Rodester, qui dit mais, excusez-moi, mais le capitalisme, il existait avant Luther et avant Calvin, il existait dans les cités flamandes, mais avant les cités flamandes, il y avait les cités italiennes, et Venise, et Gênes, et Pise, etc., et Florence, et avant les cités italiennes, il y avait les monastères. Et il situe dans les monastères l'origine du capitalisme. C'est quand même extraordinaire. La contradiction a été apportée très vite à Weber par un certain... Trevor Non. Oui, il y a eu ça aussi. Sondbarth. Ah oui, Sondbarth a écrit immédiatement un livre. Oui, Sondbarth a écrit un livre pour dire que l'origine du capitalisme était le judaïsme. Ah ben alors ça c'est une thèse complètement différente de celle de Stark. Stark soutient l'inverse. Nous confondons, je pense, deux choses. Nous confondons capitalisme et libéralisme, excusez-moi. Le capitalisme n'est pas nécessairement libéral. C'est un peu ça. Alors, absolument. Objection Victor Loupin, c'est là parce que là, honnêtement, une discussion effectivement tourne au malentendu si on n'emploie pas les termes sous le même sens. Ouais. Et là, quand il parle du capitalisme, il donne une définition qui n'est pas exactement le libéralisme, mais qui implique le libéralisme d'une certaine manière. C'est le droit de propriété. Voilà. C'est tout. Ouais, mais enfin, le droit de propriété peut pas être propriété collective. Ah non. La propriété de la famille. Non, attendez, la propriété de la famille. Attendez, la propriété de la famille, mais c'est pas une propriété collective. Autrement dire, lorsque nous parlons du capitalisme, nous pensons à quelque chose qui ressemble aux États-Unis d'aujourd'hui, mais pas à l'Union soviétique. Autrement dit, nous n'employons pas ici le vocabulaire des trotskistes qui vous disent l'économie soviétique de Staline, c'était une économie capitaliste parce qu'elle procédait à l'accumulation du capital. C'est une question de pure définition. C'est pour ça que j'insiste pour dire que la pierre de touche, c'est le droit de propriété. Oui, alors le droit de propriété, l'existence de liberté de contrat, de contracter. Ça découle. Si vous êtes libre de... Mais vous savez comme moi, monsieur, qu'au Moyen-Âge, un fermier, était propriétaire au même titre que ses enfants à naître. Enfin, je veux dire, c'était une autre forme de propriété. Ce que Weber a sans doute, ce qu'on peut dire, effectivement, c'est que le libéralisme est sans doute né du protestantisme, parce qu'on oublie bien sûr le fait que la libre circulation des hommes et des idées, c'est quand même un truc inventé, disons, par les protestants. Le fait d'imprimer la Bible dans les langues vernaculaires, le fait de la lire et de la comprendre sans connaître nécessairement le latin, il y a tout ça quand même, la circulation de l'argent. Vous dire que les protestants ont inventé la liberté, je peux pas. Ah non, pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Non. Rappelez-vous les sorcières de Salem. Non. La liberté, non. Dieu nous. Non, attendez.
ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Dieu nous a rendus libres et nous sommes libres de faire le bien et le mal. C'est ça la liberté. Hein. La liberté de dire n'importe quoi, c'est pas la liberté. Hein. Anne Brassier, peut-être? Beaucoup de messages. Un auditeur, le capitalisme, c'est l'économique qui supplante le politique et ceci est parfaitement opposé à la marche normale d'une société. Voilà, oui, ça, il faudrait leur expliquer. Et puis un autre auditeur, chers amis, pour avoir créé moi-même ma petite entreprise, pour avoir occupé des fonctions diverses dans les secteurs publics et privés, je crois profondément que l'exercice de la liberté économique peut être occasion unique d'écoute des autres, de découverte de soi-même et d'approfondissement spirituel. Le tout dépend de la façon dont l'activité économique est menée et ses profits utilisés. N'oublions pas que le secteur public et la gauche sont eux aussi caractérisés par un matérialisme forcené et ne prêtons pas aux seuls acteurs du marché un égoïsme qui est malheureusement la tendance de toute l'espèce humaine. Ça, c'est très bien, bravo. Aussi, auditeur. sachons distinguer. C'est mieux que le premier. Sachons distinguer entre la grande entreprise qui, malgré des déclarations pompeuses et ronflantes, est souvent grande destructrice de richesses économiques et humaines, et la petite entreprise qui peut, mais ce n'est pas toujours le cas, être l'occasion d'une aventure généreuse. Ça, c'est assez juste. La deuxième remarque rattrape la première. Attendez, j'ai trois messages à lire. Un auditeur, peut-on vendre avec intérêt des biens ou des services en tant que chrétien? Est-ce donc possible? Une auditrice, le secret de la richesse de l'Occident chrétien se trouve dans les paroles du Christ. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Le reste, c'est la richesse. Saint Louis vivait comme un ermite dans son palais. Un auditeur, le protestantisme est directement inspiré de l'Ancien Testament, ça c'est la thèse de Zambart en quelque sorte. C'est la notion de la, c'est peut-être de Daniel Amiche aussi, c'est la notion de la grâce. Si Dieu vous aime, vous devez réussir matériellement. Le catholicisme, s'appuyant sur le Nouveau Testament, considère que la vie actuelle est une préparation à la vie future. C'est la raison pour laquelle en Ulster, ce sont les protestants qui ont le pouvoir. On peut constater ça dans d'autres régions du monde. Alors là, vous avez quelqu'un qui, d'une autre façon, reprend à son compte la thèse de Max Weber. Bon, est-ce que nous devons à nouveau la réfuter, Daniel Amiche? Non. Non, bon. Non, simplement, moi, je mettrais un bémol. En m'appuyant sur les travaux de Eklund Tollison, quel a été vraiment le rôle de l'accumulation de richesses dans l'Église au Moyen-Âge? Est-ce que ça a vraiment été une chose positive pour l'économie? Voilà, c'est une question qu'on peut poser et que Stark évacue un petit peu facilement. Voilà. Et puis le problème d'aujourd'hui, parce que c'est quand même, quand on regarde, nous avons tous une très grande admiration pour les cathédrales qui sont des chefs-d'œuvre absolus, c'est évident. Mais la place. Surtout les gothiques, à mon avis, mais chacun. Ah non, chacun ses préférences. Mais quand on pense à l'énormité de cet investissement, il devait assécher toute l'énormité de cet investissement. Mais oui, monsieur, c'est là la différence entre les époques. Aujourd'hui, personne ne construira une vous parliez tout à l'heure de mesures. Sauf. C'est démesuré. Ah oui, mais l'amour de Dieu est démesuré. Est-ce qu'il ne faut pas un peu de démesure? Attendez, Ne séchez rien. Je vois que je suis en train de toucher un point très sensible. Non, mais on peut se poser la question. Mais pas du tout. Non, il y avait évidemment l'investissement était sur une très très longue période. Et quelles sont les cathédrales que les catholiques américains ont construites? Ils n'ont pas construit à New York. Ça a duré longtemps. Non, mais moi, c'est 2 siècles. Je me fais l'avocat du 200 ans de construction. Jamais l'expression n'était aussi bien trouvée, car Philippe Simoneau nous explique que les cathédrales n'étaient pas un investissement rentable. Mais non, c'est pas. Il ne fallait pas faire cet investissement. Mais il n'a pas dit ça, mais il a dit que ça asséchait le marché. Non, mais c'est là qu'on déborde dans l'autre versant de la réflexion. C'est-à-dire, on n'est plus dans la relation entre religion et économique, mais on est dans l'examen de la religion en tant qu'objet économique, c'est-à-dire en tant que source de financement, en tant que... On reste encore un peu dans l'économie, parce que on est complètement dans l'économie. Une cathédrale gothique aussi, même techniquement. Non, on est complètement dans l'économie. C'est une sacrée innovation technique. On est totalement dans l'économie, mais on est dans la religion en tant qu'objet de l'analyse économique. En tout cas, moi, je vais me plonger dans le triomphe de la raison le plus vite possible, et je pense avec passion. Alors, c'est Patrick Simon qui vient de parler, qui vient de parler du livre édité par Victor Loupan, aux éditions de la Renaissance, presse de la Renaissance, pardon. Le livre de Rodney Stark, traduit de l'anglais, Le triomphe de la raison, pourquoi la réussite du modèle occidental est le fruit du christianisme, livre que nous avons commenté sur le thème, à propos du thème, capitalisme et christianisme. Alors, je voudrais quand même insister parce que vous avez un peu évacué le sujet qui évidemment est qui mériterait peut-être
discussion avec des historiens spécialistes de la chose, mais il y a dans Rodney Stark une critique radicale de l'héritage romain. Et en particulier, alors, sa thèse, c'est notamment que les historiens se comportent comme des touristes, c'est-à-dire qu'ils sont éblouis par les grands monuments. C'est un peu ce que vous dites à propos des cathédrales, mais lui il le dit à propos des monuments romains. Les historiens sont éblouis par les grands monuments. Ils ne voient pas que ces monuments étaient financés au détriment du pauvre peuple qui mourait de misère. On peut dire exactement la même chose des pyramides et des cathédrales. Et alors, Versailles. Je vais citer Rodney Stark. Pour le dire clairement, trop d'historiens se sont depuis trop longtemps montrés aussi naïfs que des touristes, contemplant bouche bée les monuments, les palais et la débauche de consommation de Rome ou d'Athènes ou d'Istanbul, et établissant des comparaisons envieuses entre des lieux aussi cosmopolites, entre guillemets, et des communautés aussi provinciales, entre guillemets, que les villes marchandes médiévales. D'une manière ou d'une autre, ces penseurs, tout en ayant eux-mêmes des moyens modestes, ont toujours semblé considérer qu'ils auraient fait partie de l'élite plutôt que des masses moroses et appauvries. Il aurait bien mieux valu qu'ils se soient plutôt vus en bourgeois d'une triste ville médiévale. Autrement dit, d'après Stark, eh bien, le développement du capitalisme ou du proto-capitalisme faisait qu'il valait beaucoup mieux vivre dans une petite ville médiévale qui n'avait pas des palais aussi impressionnants que les grands monuments romains. Parce que, en fait... Oui, mais ce qu'il oublie de dire, excusez-moi, c'est que dans les petites villes médiévales, il y avait d'énormes cathédrales. Je veux dire, le raisonnement qu'il applique aux grands monuments romains, grecs, égyptiens, reproche de tourisme, on peut le faire exactement à nos tourismes du Moyen-Âge. Oui, les villes du Moyen-Âge étaient prospères, attendez ça, c'est pas fondamentalement différent. Pourquoi les villes romaines n'auraient pas été prospères? Non, parce qu'elles n'étaient pas. Chers amis, le retour, alors moi je voudrais que vous ayez chacun le temps, c'est-à-dire 30 secondes de faire votre conclusion. Et je voudrais vous remercier de tout cet apport de réflexion sur le sujet que nous essayons de traiter, parce qu'il mériterait de développement plus ample, capitalisme et christianisme et capitalisme, avec Anne Brassier, Victor Loupan, Philippe Simoneau, Daniel Amiche, et maintenant Patrick Simon, qui nous a rejoint. Alors, Victor Loupan, non, je vais peut-être vous laisser la parole en dernier parce que c'est vous l'éditeur, donc c'est vous qui donnerez. Anne, peut-être. Moi, je vais terminer sur Peggy parce qu'il se trouve que je suis plongée dans Peggy et que je trouve que Peggy annonce tout de même la suite du livre de Rodney Stark, notamment sur le monde moderne est fille du christianisme, ça c'est évident. Mais ce monde moderne évolue-t-il correctement? Là est la question, et voilà ce que répond Peggy. Tous les autres mondes ont été des mondes de quelque spiritualité. Le monde moderne seul, étant le monde de l'argent, est le monde d'une totale et absolue matérialité. Oui, mais c'est assez différent de ce que dit Stark. Alors, vous allez peut-être, Patrick Simon, apporter la réplique à ce beau mot de Peggy. Qui est une interpellation, au fond. Est-ce qu'on peut être chrétien et capitaliste? Oui, bien sûr. Enfin, moi, je n'ai pas lu les livres de Stark, donc je suis quand même mal placé. Mais vous connaissez bien le sujet christianisme et capitalisme. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais cela fait plaisir, si vous voulez, de voir, quand on a pendant si longtemps été un peu dans le désert, et quand j'ai soutenu, il y a une dizaine d'années, cette thèse que le christianisme avait donné le libéralisme et qu'ils avaient la même source. Il y avait peu de gens qui étaient de mon avis, donc je suis très heureux aujourd'hui de voir des grands penseurs et des spécialistes, des gens comme ce sociologue de la religion et d'autres qui adoptent ces vues. Ça prouve que enfin on commence à comprendre cette chose. Je pense à René Girard en particulier, et cette phrase merveilleuse de René Girard que je cite et recite sans arrêt parce qu'elle résume bien ça. Ce n'est pas parce que les hommes ont découvert la science qu'ils ont cessé de chasser les sorcières, c'est parce qu'ils ont cessé de chasser les sorcières, ça c'est christianiste, qu'ils ont découvert la science. Daniel Amiche. Pour une seconde, moi je crois que c'est un livre très intéressant à lire. J'ai dit qu'il y avait au moins deux étages de la fusée qui me semblaient très intéressants. Il y en a un sur lequel je suis moins convaincu, mais c'est mon opinion. Je crois qu'on peut être un bon chrétien et être capitaliste, mais on peut être aussi très mauvais capitaliste, une mauvaise personne. C'est tout à fait possible. Il y a une question ensuite de justice sociale et la nécessité des États est encore, à mon avis, extrêmement utile pour quand même réguler un tout petit peu.
Voilà, donc vous n'êtes pas tout à fait convaincu par l'apologétique du capitalisme que fait Rodney Stark. Mais vous, Philippe Alors, Simoneau, davantage. je pense que Stark pose une question très importante, qui est le problème de la concurrence. Justement, là, il raisonne en tant qu'économiste, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut laisser la liberté des religions? Est-ce qu'il faut laisser, en quelque sorte, le marché religieux ouvert à la concurrence libre? Et il pose cette question, et comme il est américain, il croit beaucoup à la liberté, et donc Et alors que le propos que je tiens dans les papes, l'Église et l'argent est exactement le contraire, c'est que toute religion a tendance au monopole, et en tant que monopole, évidemment, à s'appuyer sur l'État. Alors, si vous vous intéressez effectivement à l'économie de la religion, donc une approche très originale en France, eh bien, lisez le livre de Philippe Simoneau, Les papes, l'Église et l'argent, histoire économique du christianisme des origines à nos jours, édité chez Bayard. Victor Loupin, vous allez avoir le mot de la fin, il vous reste 1 minute. Il va être bref. J'ai été assez étonné qu'on ait parlé aussi longtemps de l'Antiquité, parce que je pensais que c'était un sujet qui n'était pas vrai. Enfin bon. Simplement, je voulais faire remarquer, nous qui aimons tant le Moyen-Âge, que tout de même l'apologétique, disons, de l'Antiquité, le dénigrement du Moyen-Âge appartiennent quand même, historiquement, à des penseurs antichrétiens, etc. Donc ça, quand même, il faut le savoir. Et la dernière chose qui est très optimiste, une des choses qui m'ont le plus frappé, le plus ému chez Stark, justement, quand il lit le christianisme, parce que nous, quand nous disons la richesse, nous pensons que c'est mal, je sais pas quoi. Pensons un petit peu aux Asiatiques, aux Africains qui crèvent de faim. Et Rodney Stark dit une chose extraordinaire. Il dit le développement du christianisme en Asie et en Afrique va sans doute les sauver de la misère. Merci Victor Loupin. Vous avez parlé de ce livre que vous avez édité, Rodney Stark, le triomphe de la raison, mais je crois que nous avons eu, excusez-moi, parfaitement raison de consacrer un certain temps à la question de l'Antiquité, parce que justement, la thèse de Rodney Stark est très originale, en ce sens qu'elle dit que le christianisme a été la source du développement de l'Europe et du capitalisme, et non pas la pensée grecque ou l'héritage romain. Eh bien, merci chers auditeurs, nous reprenons notre émission dans quelques secondes.